Donc je disais, c'est vraiment un plaisir d'accueillir Christian Robert parce que c'est beaucoup lui qui a introduit toutes ces techniques de chaîne de Monte-Carlo, de chaîne de Markov, pardon, et méthode de Monte-Carlo. Donc il y a justement premier livre français, je pense, qui a été écrit là-dessus par lui sur les calculs de Monte-Carlo, que j'ai pas mal utilisé d'ailleurs pour le cours. Moi, je viens de l'extérieur, donc l'intérêt de ces cours, c'est que j'apprends au fur et à mesure. C'est la manière. Alors, l'avantage d'apprendre au fur et à mesure, c'est que, au moins, je suis pas très loin du niveau que vous pouvez avoir quand vous venez. Donc, du coup, on peut mieux se comprendre. Mais du coup, quand vous faites ce genre d'exercice, c'est-à-dire vous découvrez un nouveau domaine, vous avez besoin de bouquins de référence. Et donc, premier bouquin de référence que j'ai utilisé, c'était celui de Christian Robert, qui a développé beaucoup de techniques pour à la fois populariser et rendre efficaces ces algorithmes de Monte-Carlo. Et d'une certaine manière, ça a été, au-delà de la technique, ça a été d'une certaine manière une vision du sujet. Je pense qu'il y a à peu près 15 ans, il y avait très peu de gens en France qui travaillaient autour de ces techniques bayésiennes. Il y a un peu ce côté en France très déterministe. Si vous écoutez la météo en France, on va vous dire demain il fait beau ou demain il fait pas beau. Si vous écoutez la météo aux États-Unis ou en Angleterre, ça va être 20% de chance pour qu'il fasse beau et 50%, etc. Donc la notion de probabilité est très présente. Il y a une tradition très déterministe cartésienne en France. Et en fait, ces techniques bayésiennes ont complètement envahi le domaine à travers le machine learning. Et vraiment, l'un des pionniers, c'était Christian Robert. Donc, merci beaucoup de venir pour nous faire cet exposé. Voilà. Merci Stéphane. Donc, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'un algorithme de simulation qui s'appelle ABC. Donc, j'ai expliqué pourquoi l'acronyme. Alors, de façon un peu paradoxale, j'ai quasiment pas parlé de Monte Carlo par chaîne de Markov, pour une raison qui va devenir claire dans quelques transparents. Historiquement, la méthode ABC est apparue à la fin des années 90 comme méthode de simulation. Elle a été créée par des biologistes des populations ou des généticiens de la population qui faisaient face à des problèmes de simulation que l'état de l'art ne permettait pas de résoudre, même avec des semaines de simulation. Et donc, au départ, c'est parti comme une espèce de truc un peu malpropre, sans trop de justification, enfin un calcul sur une enveloppe, mais rien de plus. Et progressivement, d'autres communautés s'en sont emparées, les cosmologistes par exemple, les astronomes. Et puis progressivement, les statisticiens ont fini par s'y intéresser et remettre une couche de théorie et de replacer ça dans un cadre plus général. Et donc, l'exposé, ça essaie de suivre ce développement pour arriver à l'asymptotique qui justifie ABC non seulement comme une méthode de simulation, mais comme une méthode d'inférence. Donc, j'ai eu la chance d'être approché par des généticiens au début des années 2000. Et après avoir considéré la méthode comme vraiment trop approximative, j'ai fini par comprendre qu'il y avait un intérêt au-delà de résoudre un problème ponctuel. Et progressivement, j'ai vu cette méthode ABC comme une nouvelle façon de faire de l'inférence et non pas de la simulation. Donc en fait, en tant que statisticien et pas probabiliste numérique, j'ai vu aussi cet aspect-là, bon, que je vais essayer de couvrir un petit peu pendant cette heure. Alors, c'est un travail, ça recouvre un travail qui est celui d'autres et le mien, avec beaucoup de collaborateurs. Je voudrais signaler qu'en fait, il y a quelques semaines, on a fait paraître cet article avec Gal Martin et David Frazier, qui est l'un d'une paire d'articles sur l'histoire des méthodes de calcul numérique, donc surtout de simulation, dans l'inférence bayésienne.
Et le deuxième article est plus centré sur les méthodes ABC et les autres méthodes qu'on pourrait dire approximatives. Les méthodes qui ont présenté Stéphane précédemment, les méthodes de Metropolis-Hastings, pourront être qualifiées d'exactes au sens Monte-Carlo, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le régime stationnaire, on simule effectivement la loi désirée. Les méthodes approximatives ne simulant jamais de la loi désirée, même avec une puissance de calcul énorme. Donc là, c'est une entrée historique dans cette problématique d'utiliser des méthodes approchées et donc de fournir des outils de qualification de l'approximation. Donc, ABC, ça signifie Approximate Bayesian Computation. Donc, c'est du calcul bayésien, mais qui garde cette part d'approximation. Et donc, je vais essayer de couvrir certains de ces points, sans doute pas tous dans l'heure. Donc, si je repars du point de départ, au moins pour la communauté bayésienne, on dispose d'un outil fantastique qui est la loi a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a nos données, on a une distribution sur le paramètre qui nous permet de conduire toutes les facettes de l'inférence statistique, de l'estimation ponctuelle à la quantification de l'incertitude qu'on a sur nos décisions possibles. Et pour ça, en fait, on a besoin de deux parties. La loi a priori, qui est la mesure de référence sur l'espèce des paramètres, et la vraisemblance des observations, c'est-à-dire la densité d'observation vue comme fonction du paramètre. Donc, c'est un concept qui, comme le disait Stéphane, est devenu aussi accepté en France que dans les pays anglo-saxons et qui sert à conduire une forme d'inférence, à nouveau qui est complète pour la plupart des objectifs. Cette loi de probabilité pose un problème d'exploration ou d'exploitation du fait que c'est généralement pas une loi standard sur laquelle on peut dire tout ce qu'on veut sans difficulté. En fait, calculer une espérance, calculer une probabilité de couverture, généralement, ce n'est pas immédiat. Et donc la solution la plus standard à l'heure actuelle, c'est de considérer cette loi comme notre objet d'intérêt et d'inférence, mais de produire des simulations suivant cette loi, donc un principe de Monte-Carlo qui permet, en fait, avec suffisamment de puissance informatique, d'approcher tout objet, toute fonctionnelle de cette loi. Et en fait, c'est une histoire assez longue, donc, qui vient de ce second article dans Statistical Science avec Gaël et David. C'est une histoire assez longue d'utiliser ces méthodes numériques pour produire l'inférence, surtout à partir des années 50. Mais, bien que la technique ait évolué énormément, avec en particulier la révolution des méthodes de Monte-Carlo par chaîne de Markov, qui, en termes de volume, peut être daté du tout début des années 90, avec un article de Gelfand et Smith qui a vraiment impacté la communauté statistique au-delà de sous-communautés qui faisaient par exemple du traitement d'images dans les années 80. La difficulté pour utiliser des méthodes de MCMC, c'est qu'il faut d'une certaine façon être capable de calculer ce produit. Ou une fonction dont ce produit est la loi marginale. Bref, il faut quelque chose qui soit quand même disponible pour pouvoir faire avancer le MCMC. Dans le Metropolis-Hastings que vous avez vu tout à l'heure, il y a beaucoup de simplifications, mais à un moment, il faut quand même calculer pi fois L, quelque chose de similaire, pour faire avancer la chaîne de Markov. Et donc, il y a des situations où, numériquement, on ne peut pas calculer ce produit, et le coupable, en général, c'est
la vraisemblance, vu que pi de θ, c'est une mesure de référence, on a rarement besoin d'aller chercher quelque chose qui n'est pas calculable. Donc, dans la galaxie des méthodes MCMC, il y a quelques solutions. Je vais en reparler un tout petit peu plus tard. Par exemple, la solution de la démarginalisation, d'aller chercher des variables aléatoires, souvent artificielles, qui n'existent pas dans le problème initial, pour transformer cette loi d'intérêt comme la marginale d'une autre loi qui, elle, peut être simulée. J'appelle ça démarginalisation. Il y a plein d'autres façons de l'appeler. Par exemple, les variables auxiliaires, c'est aussi un vocabulaire que vous trouvez dans la littérature. Et bon, cet algorithme de l'échange, c'est une autre façon d'utiliser les variables auxiliaires en transformant cette loi non seulement en cible, mais aussi en proposition, de sorte à ce que ce qui est inconnu s'annule dans le rapport de métropolis. Donc c'est une espèce de truc, une fois qu'on l'a vu, c'est assez naturel, mais il faut aller chercher une loi auxiliaire qui annule certains composants de ce terme. Et puis un tout petit peu plus récemment, il y a les méthodes pseudo-marginales, mais qui en fait rentrent sous le même chapeau, où au lieu d'utiliser la vraisemblance, on la remplace par un estimateur sans biais, qui est donc fondé sur d'autres variables aléatoires qui estiment cette vraisemblance. Mais d'une certaine façon, tout ça rentre sous le chapeau des variables latentes. Et donc, ce n'est pas toujours faisable d'aller chercher cet espace plus grand. Si déjà on est dans une grande dimension, les variables latentes sont souvent très coûteuses en dimension. Et comme la dimension ralentit les méthodes de MCMC, il y a un moment où on ne peut pas faire cette augmentation. Alors, quelques exemples un peu joués, mais pour essayer d'expliquer la situation. Un exemple que j'ai pris dans un article de Frigyesi sur le principe des variables instrumentales qui vient de l'économétrie. Et ils ont un exemple dans l'article où ils ont ce mélange de deux distributions qui sont, une loi de Weibull et une loi de Pareto. Donc, bon, a priori, cette loi est... Vous pouvez calculer ce terme, mais en fait, ce qui manque, c'est la constante de normalisation qui la transforme en une densité, parce qu'en fait, les poids dépendent de x. Si vous fixez les poids, vous multipliez 1 moins W et W des densités, vous trouvez une densité. Mais si les W dépendent de x, même de façon explicite, si vous prenez par exemple une loi de Cauchy, une demi-loi de Cauchy tronquée, enfin symétrisée en 0, vous avez une impossibilité de calculer cette intégrale de façon rapide. Donc en fait, il vous manque la constante de normalisation. Alors, ça ne semble pas être un problème au vu du cours de tout à l'heure, sauf si ce qui change, ce sont ces paramètres. Donc une constante de normalisation qui nous manque, ce n'est pas grave d'un point de vue bayésien, parce que ça dépend de l'observation qui est fixée. Et quand on cherche à simuler une densité, simuler f ou 10 fois f, c'est exactement la même difficulté. Mais là, en fait, si on fait du bayésien, et donc on cherche à estimer ces paramètres, ou à les faire bouger par des méthodes de Monte-Carlo, eh bien dans la cible, il nous manque ce terme-là. Donc les constantes de normalisation deviennent un problème lorsqu'elles concernent la vraisemblance et non pas la loi a posteriori. Et donc mes autres exemples vont être souvent autour de ça. Si je prends l'exemple d'une loi normale, simuler une loi normale, même en grande dimension, c'est quelque chose d'immédiat. Mais supposez que je tronque ma loi normale à un sous-espace de RK, sous-ensemble de RK, qui peut être très compliqué à décrire par des contraintes multiples, par exemple, linéaires ou non linéaires. Eh bien, il va nous manquer encore une constante de normalisation pour renormaliser cette densité du fait de l'indicatrice.
Et donc, cette constante, qui est en fait une fonction des paramètres qu'on cherche à simuler, eh bien, nous manque dans la loi. Un autre exemple qui est un petit peu d'un autre esprit, qui est à la fois simpliste, mais qui a un sens pour certains types de données, c'est que si les données qu'on vous fournit sont résumées par certaines statistiques, comme la médiane et la median absolute deviation, la MAD, eh bien, dans de nombreuses situations, la loi jointe donc ces deux statistiques ne sont pas indépendantes, et la loi jointe de cette paire n'est pas non plus disponible. Alors, vous pouvez rajouter des quantiles. Vous avez une loi sur la paire mu-chapeau, sigma-chapeau, qui est simple à concevoir, qui est simple à simuler, mais qui n'est pas disponible. Donc, vous ne pouvez pas rentrer la vraisemblance associée à mu-chapeau, sigma-chapeau, qui sont vos données, alors que si vous aviez x1, xn, vous auriez une vraisemblance immédiatement, par exemple, dans ce modèle normal. Donc, le point qui va justifier la suite, c'est que, en statistique, qui historiquement s'appelait les probabilités inverses, aller de mu-chapeau, sigma-chapeau vers mu-sigma, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas écrire la fraction de vraisemblance, alors qu'à l'inverse, si je vous donne mu-chapeau, sigma-chapeau, eh bien, vous pouvez simuler très facilement. Pardon, si je vous donne mu et sigma, vous pouvez simuler très facilement mu-chapeau, sigma-chapeau. Alors, oui, la remarque que je fais sur cet exemple-là, c'est qu'en fait, on a reconsidéré le problème très récemment avec Antoine Luciano et Robin Ryder pour montrer que, en fait, il était possible de construire un Gibbs dans cette situation en reconstituant l'échantillon tout entier. Donc, s'il n'est pas énorme, et si on se donne mu-chapeau, sigma-chapeau, on peut d'abord reconstituer x1, xn, et ensuite faire du Monte Carlo standard en considérant x1, xn comme de nouveaux paramètres inconnus. Et donc, même dans des dimensions qui sont et des tailles d'échantillons qui sont relativement larges, on peut faire marcher cette complétion, avec évidemment aucune approximation. Alors, un dernier exemple, en fait, j'ai décidé de ne pas vous donner l'exemple de la génétique des populations parce que ça prend trop de temps à décrire. Un dernier exemple qui revient au problème de la constante normalisation, eh bien, ce sont tous les modèles de Gibbs, d'Ising et autres, où la cible est décrite de façon assez simple par l'exponentielle d'une combinaison linéaire de certaines statistiques des données, donc par exemple sur un graphe, fois un paramètre inconnu. Et pour que ça soit une densité, il faut normaliser. Et à part dans des cas très simples, on ne peut pas calculer cette normalisation, même dans des cas discrets, parce qu'il faut sommer trop de termes. Donc en fait, on a une loi, une vraisemblance en θ, où il manque une partie cruciale, le 1 sur c de θ. Alors, comme j'ai dit, cette approche d'ABC est partie de problèmes beaucoup plus concrets, et en particulier le modèle du coalescent de Kingman en génétique des populations, partant d'un ancêtre commun. Il y a un arbre binaire qui décrit les partitions de cette population originelle en sous-populations pour des raisons géographiques ou de mutations importantes. Et on essaie, en fonction des populations actuelles, de reconstituer cette histoire. Donc c'est un modèle qui est à la fois très simple à décrire. Quand on fait du top-down, on part de l'ancêtre commun. C'est juste une succession de partitions et de mutations génétiques qui nous font arriver aux populations courantes. Mais remonter à l'ancêtre et reconstituer les événements ou les paramètres qui sont derrière, et le problème de départ qui a conduit Simon Tavares et d'autres, comme Marc Beaumont, à introduire ABC. Alors ensuite, il y a eu d'autres endroits où on s'est trouvé face à des distributions très complexes où MCMC avait des difficultés à marcher. Donc, à nouveau, ABC, c'est une méthode approchée. On ne va pas utiliser la bonne vraisemblance.
même avec beaucoup de temps de calcul, on va toujours rester séparé de la vraie ressemblance. On reste sous un chapeau bayésien, donc en fait on essaie de construire une forme de loi sur les paramètres qu'il va falloir justifier. Et le C, c'est pour computation, parce qu'on peut mettre en œuvre cette méthode, des fois de façon très très simple par rapport au problème original. Alors, est-ce que c'est vraiment bayésien, ou est-ce que c'est presque bayésien, ou pas du tout bayésien? D'une certaine façon, on a une loi sur les paramètres, donc déjà ce contexte demeure. Deuxièmement, on peut l'avoir comme une loi a posteriori si on s'autorise des manipulations des données. Donc la façon la plus simple de voir l'ABC, c'est que c'est du véritable bayésien où chaque point dans l'espace des observations devient une boule d'un certain rayon et on ne peut pas rentrer à l'intérieur de cette boule. Donc en fait, au lieu de conditionner par rapport à x1, on considère par rapport à x, on conditionne par rapport à la boule à laquelle appartient x. Ensuite, on peut aussi réinterpréter ça, et c'est ce qui s'est passé au milieu des années 2010, comme une méthode bayésienne, mais non paramétrique, où on remplace la vraisemblance par un estimateur de cette vraisemblance. Et là, les vitesses de convergence trouvées en statistiques non paramétriques sont apparues aussi pour les méthodes ABC. Le dernier point, c'est que par rapport à d'autres méthodes de Monte-Carlo, on ne peut pas accéder au sans biais, et donc ça nous coupe de certaines propriétés qui sont importantes pour le Monte-Carlo. Les résultats qu'on produit sont forcément biaisés par rapport aux intégrales d'intérêt. On ne peut pas corriger ce biais, ce qui est plus important en Monte-Carlo qu'en statistique. Donc là encore, l'histoire n'est pas si longue par rapport aux méthodes de Monte-Carlo. C'est-à-dire que là, on part de 97, 99 pour les premiers articles utilisant effectivement la méthode. Alors, avec toute cette introduction, quel est l'algorithme ABC, acceptation-rejet? Eh bien, en fait, il consiste à dire qu'on va accepter les valeurs du paramètre qu'on simule suivant la loi a priori, que si cette valeur simulée est capable de reproduire l'observation effective. Le x-up, c'est ce qu'on a comme observation, qui peut être de n'importe quelle nature, dimension, taille, etc. On dispose d'une loi, d'un modèle entièrement défini sur cette observation, et ce qu'on fait, c'est qu'on produit une observation fictive ou synthétique, et on accepte alors θ que si elle est capable de reproduire l'observation de départ. Eh bien, si on fait tourner cet algorithme, à chaque acceptation, on a simulé effectivement de la loi a posteriori, parce qu'on est venu modifier la loi de départ de proposition par la probabilité d'acceptation qui est f de z sachant θ. Donc on multiplie pi par f, on simule suivant la loi a posteriori, sans avoir besoin de constante de normalisation, sans même avoir besoin de pouvoir calculer f de z sachant θ. Tout ce qu'il nous faut, c'est être capable de simuler suivant f de z sachant θ. Et donc c'est totalement différent comme difficulté. Généralement, c'est plus simple de simuler que de calculer f de z sachant θ. Au moins dans les problèmes pratiques considérés au départ. Donc, par exemple, dans cette évolution de population, si on a tous les paramètres gérant la dynamique de l'arbre d'évolution, eh bien, c'est immédiat de produire de grandes populations avec ces paramètres. Donc, à nouveau, c'est la méthode d'acceptation-rejet la plus basique, parce qu'il n'y a pas de constante bornée. La probabilité est 0 ou 1, et c'est le fait que z soit égal à y ici. Alors évidemment, théoriquement, c'est une réponse au problème. Pratiquement, ce n'en est pas du tout une, parce que dans tout problème pratique, on est incapable de reproduire exactement les données, en particulier si on est dans des modèles continus. Et donc, c'est là qu'intervient l'approximation. On remplace
l'exactitude par une zone autour de l'observation. Donc c'est pour ça que je parlais d'une boule. En fait, on va accepter la simulation de θ' si on tombe dans la boule de rayon epsilon, où ρ est une distance ou même une pseudo-distance. Et donc ça veut dire que ce qu'on a simulé, c'est une vraie loi a posteriori, mais une loi où j'ai remplacé mon observation par l'information qu'elle se trouve dans une certaine boule. Donc c'est là où on a une façon plus rudimentaire de faire du bayésien, où les points deviennent des boules. D'accord ? Et donc l'implémentation est immédiate si on est capable de produire des simulations suivant le modèle d'intérêt. C'est de l'acceptation rejet, c'est-à-dire qu'on simule, selon l'a priori, puis on ne garde que les simulations qui peuvent reproduire à peu près l'observation. Alors là, il y a juste un nouveau symbole qui apparaît dans l'algorithme, c'est ce eta, parce que pour des raisons de dimension, x ops peut être très grand, des raisons de signal sur bruit, eh bien, on ne va pas considérer directement les observations et les pseudo-observations, celles simulées. On va les résumer dans une statistique qui est de plus petite dimension que celle de l'échantillon. Alors, dans la littérature ABC, ça s'appelle une summary statistique, même si le summary n'est pas très utile. Le point plus important, c'est que généralement, cette statistique, au sens de la statistique mathématique, elle n'est pas exhaustive. Et donc, on perd de l'information. Mais par contre, on gagne énormément en dimension. Et donc, il y a une balance entre les deux, dont j'ai peut-être un peu parlé tout à l'heure. Donc, l'implémentation est immédiate. Là, je vous ai mis du code R sur le cas de la médiane et de la statistique MAD. En quelques lignes, vous avez l'algorithme. Il tourne en une seconde et il vous produit un échantillon qui est formé de ces points bleus à partir de l'échantillon a priori qui est formé des points belges. Et j'ai choisi epsilon comme le quantile des distances entre l'observation de MED-MAD et la simulation de MED-MAD à 10%. Je n'ai même pas été choisir un epsilon de façon arbitraire, je l'ai pris fourni par la loi a priori pour éliminer une partie de l'observation, mais en garder assez pour avoir des points sur mon échantillon. Et alors, dans cet exemple normal, si vous traciez la véritable loi a posteriori, eh bien, elle donnerait un échantillon qui est de mu sigma, qui est tout à fait proche de celui-là. Donc, à nouveau, ABC fournit une loi sur θ. C'est une véritable loi de probabilité, donc on pourrait dire que c'est une loi a posteriori exacte, mais sur un modèle qui, lui, n'est pas exact. On a modifié la vraisemblance par cette indicatrice d'être autour de x ops. Donc on a dégradé la vraisemblance de ce point de vue-là. On n'est toujours pas capable de calculer numériquement cette quantité, mais par contre, on est capable de simuler par cet algorithme de rejet qu'on va un peu améliorer plus tard. Alors, quel rapport avec la véritable cible de départ? C'est que lorsque epsilon vaut 0, on est dans le cas exact. Et donc, si epsilon n'est pas trop grand, on a que cette simulation va être proche, dans un sens que je vais définir plus tard, de pi de θ, sachant la statistique résumée. On ne peut pas aller plus loin. De toute façon, on a perdu l'inférence sachant tout l'échantillon. Et donc, l'importance de la statistique résumée, c'est que ça contienne assez d'informations pour continuer à faire de l'inférence. Dans le cas extrême où vous prenez une statistique ancillaire, dont la loi ne dépend pas de θ, en fait, vous n'avez rien gagné, vous avez ici une loi qui est la loi a priori. Vous avez juste perdu du temps. Évidemment, ce n'est pas le but de l'exercice. Donc, pourquoi utiliser des résumés? Alors, c'est une discussion qui est assez longue dans l'historique des méthodes ABC, pour certains choix de résumés ou contre la sélection de résumés.
Je vais en parler un petit peu. La première, c'est vraiment la réduction de dimension. Il est rare que vous ayez besoin de reconstituer l'échantillon tout entier pour inférer sur le paramètre θ, sauf si certaines valeurs sont elles-mêmes inconnues ou d'intérêt. Dans des séries temporelles, vous pouvez avoir besoin de reconstituer tout l'échantillon, mais c'est très rare. Ce que je veux dire, c'est le paramètre qui est derrière, et donc tout le bruit qui vient de la création de l'échantillon, mais il n'est pas utile pour connaître θ. Donc en fait, vous augmentez le rapport signal à bruit en choisissant les statistiques jusqu'à un certain point. Comme la dimension diminue, en fait, d'une certaine façon, vous êtes plus près en petite dimension qu'en grande dimension. Donc vous pouvez réduire epsilon de beaucoup. Et puis, dans certains cas, vous pouvez partir d'une statistique résumée qui vous est donnée pour des raisons légales ou pratiques. Si vous analysez le revenu dans une commune, vous n'allez pas avoir le revenu de chaque habitant, mais les quantiles, des choses comme ça. Et donc, dans l'article où on faisait du GIPS, on a utilisé ces données-là, par exemple, pour aller plus loin que ça. Alors, voilà un exemple de série temporelle pour essayer d'illustrer cet intérêt de la réduction de dimension. Donc, c'est un exemple totalement toy parce que c'est un modèle MA2, donc Moving Average d'ordre 2, qu'on sait traiter de A à Z sans méthode ABC. Et donc, disons que c'est votre objet d'intérêt, et donc vous avez deux paramètres, θ1 et θ2, qui sont informés par la série initiale, qui est l'une de ces deux courbes bleues. Bien, si vous resimulez avec les véritables valeurs du paramètre, c'est dur de dire que les deux séries sont proches ou pas proches. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aléas qui tiennent à ces 3 epsilon qui arrivent à chaque temps t par rapport au paramètre θ. Alors que si vous comparez les autocorrélations d'ordre 1 et d'ordre 2, eh bien, quand vous simulez beaucoup de ces séries et vous calculez les ACF, vous avez une forme qui n'est pas du tout uniforme dans l'espace. Donc, qui est assez concentrée. Ce n'est pas une statistique exhaustive, mais elle est presque exhaustive et elle fournit éventuellement, finalement, la valeur du paramètre à mesure que vous avez une série de plus en plus longue. Et donc, pour réillustrer ça, là, ce que j'ai représenté, c'est ABC en action, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez les deux paramètres, θ1 et θ2. Le triangle beige, c'est la simulation de la loi a priori. Alors pourquoi on est sur ce triangle? Parce qu'en fait, on veut que la série soit stationnaire, donc il y a des conditions sur les paramètres θ1 et θ2 qui sont entre -2 et 2, entre -1 et 1 à l'intérieur de ce triangle. Et les nuages de points de couleurs variées correspondent à des troncations en termes de distance aux vraies données. Ici, donc c'est sur votre gauche. Là, j'ai utilisé les autocorrélations comme statistique résumée. Donc je suis en dimension 2, et donc je regarde la distance entre les ACF pour les données et les simulés. Et je tronque les distances à 10%, 1%, 1 pour 1000, qui correspond aux trois couleurs, donc chaque nuage étant un sous-ensemble du précédent. Si par contre j'encadre une distance qui est une distance quadratique entre les deux séries, terme à terme, et bien voilà comment les nuages de points se concentrent. En fait, ils se concentrent beaucoup moins vite avec les mêmes simulations. Le point noir, c'est l'estimateur du maximum de vraisemblance. Donc évidemment, on se rapproche du maximum de vraisemblance. On voit que dans les deux cas, il y a une région qui est peu informative dans l'espace des paramètres, ou peu informée plutôt dans l'espace des paramètres. Mais en fait, elle apparaît beaucoup plus lentement en utilisant les données brutes qu'en utilisant les statistiques résumées. Donc, bon, à nouveau, c'est un exemple joué, mais vous concevez que dans des problèmes compliqués, on n'a pas intérêt à reconstituer directement les données. Donc, il y a des arguments qui vont dans l'autre sens quand ils sont applicables.
On perd de l'information si on utilise une statistique résumée. Le choix de la statistique résumée, elle est rarement fourni clé en main. Donc en fait, on va choisir quelque chose et donc ça a un impact. Par exemple, les généticiens ont tendance à utiliser tout ce qu'ils peuvent dans les échantillons qu'ils observent, de peu de points en fait. Et donc ils ont 100, 150 statistiques résumées pour faire tourner leur ABC. La calibration est délicate, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez 150 statistiques, comment vous calculez une distance? Comment vous calibrez chaque statistique dans la distance? Quelle est l'importance de chaque composant du vecteur statistique? Le coût peut être paradoxalement plus élevé, c'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord simuler les données, puis calculer les statistiques. C'est rare qu'on puisse simuler directement les statistiques. Et puis, dans certaines situations, quand on n'est pas en trop grande dimension, bien, ce qu'on peut comparer, ce n'est pas les échantillons, mais la distribution empirique de ces échantillons, en utilisant par exemple une distance de Wasserstein. Alors, j'en vais aller très très brièvement. On a fait un algorithme ABC qui utilise les Wasserstein avec Ernst Bernton et d'autres, fondé sur la validation de l'estimation par distance de Wasserstein. Donc si on minimise une distance de Wasserstein sur un échantillon, on a une convergence. Si on fait de l'ABC dans ce contexte-là, en fait, on calcule la distance entre l'échantillon et un échantillon simulé, mais en permutant de toutes les manières possibles cet échantillon pour tomber sur le minimum. Donc ρ étant une distance L1, L2, à nouveau à choisir, on fait tourner ABC en prenant les échantillons qui sont assez près de l'échantillon initial, mais au sens de cette distribution empirique. Donc en fait, on compare directement les estimateurs de la vraisemblance. Comme j'ai mentionné précédemment, ce qui nous intéresse, c'est de remplacer la vraisemblance qu'on ne peut pas calculer par un estimateur manipulable. Alors évidemment, ça coûte en dimension, parce que ça devient de plus en plus difficile de trouver les points, une proximité des points. Et donc, dans l'article, on utilise une projection en dimension 1 par une courbe de Hilbert qu'on utilise aussi en quasi-Monte Carlo, dont je ne peux pas parler ici, mais qui fonctionne relativement bien. Et donc, comme j'ai dit, la méthode est consistante. Si je fais tendre epsilon vers 0, c'est naturellement, donc si la distance de Wasserstein plus petite que epsilon est acceptée, et si epsilon tend vers 0, je finis par ne prendre que les vraies données ou une permutation de ces données. Donc ça fonctionne. Si je fixe epsilon et je fais tendre n vers l'infini, eh bien je ne vais pas avoir la consistance statistique usuelle. Mais si je fais tendre epsilon vers 0 et n vers l'infini à un certain rythme, à une certaine vitesse, eh bien, il y a un résultat de convergence qui est associé à cette méthode d'inférence. Bon. Alors, nous, si on considère que c'est trop compliqué et qu'il faut choisir des statistiques résumées, en particulier si on crée un logiciel où il n'y a pas la possibilité de discuter de ça, il y a toute une discussion par contre sur le choix de ces summaries. Donc, je vais passer dessus parce que j'ai vraiment pas le temps. Pour arriver à une version un peu automatique du choix des statistiques résumées qui est au travers des forêts aléatoires. Alors, je vais passer rapidement sur l'histoire des forêts aléatoires, mais c'est un algorithme partiellement aléatoire qui permet de faire de la classification ou de la régression. Et cet aspect aléatoire qui est lié au bootstrap, en fait, donne des propriétés supérieures à des méthodes de classification comme les cartes, en diminuant l'impact de l'échantillon pour passer à une vision de la population grâce au bootstrap. Et donc, c'est une méthode qui fonctionne en arbre. Et puis, si on met l'aléatoire, on va produire plusieurs arbres, et ça va créer la forêt. Donc, pour chaque arbre, l'aléa vient du bootstrap sur les données, et d'une sélection aléatoire
d'une partie des composantes de ces données, ou des covariables, si on est dans un modèle de régression, pour séparer les données en deux parties du mieux possible, avec le plus de différence entre les deux, jusqu'à arriver à un degré de finesse désiré. Et donc, si on applique ça aux méthodes ABC, eh bien, on va partir d'une collection de statistiques résumées. Donc, par exemple, mes 150 statistiques quand je fais de la génétique des populations, quelle qu'elle soit, et puis je vais créer un arbre, puis une forêt aléatoire pour évaluer l'impact de ces statistiques. Ça va me donner une séparation de l'espace dans une grande population qui a été créée à partir de l'a priori. Donc en fait, la table de référence part de données simulées par l'a priori. Et ensuite, j'ai regardé où mes données se situent pour chaque arbre dans la forêt, dans quelle feuille mes données se situent, pour avoir des proximités avec des données simulées, et donc remonter aux paramètres utilisés pour créer ces données. Donc en fait, j'ai à la fois une distance automatique qui est je suis dans la même feuille ou je n'y suis pas. Donc ça me donne une distance. Quand j'ai plusieurs arbres, je moyenne la fréquence de voisinage d'être dans la même feuille. Et donc de là, j'en déduis automatiquement une sélection des paramètres qui ont servi à simuler ces pseudodonnées. Donc en fait, les forêts aléatoires répondent à une partie des difficultés dans la création des statistiques résumées. Et c'est peut-être tout ce que je vais en dire. Ça permet de supprimer des statistiques résumées éventuellement, parce que les forêts aléatoires sont très bonnes à sélectionner certaines statistiques par rapport à d'autres. Ça résiste bien à la dimension des statistiques résumées, un peu moins des données évidemment. Et ça peut être assez automatisé, au sens où maintenant ça fait partie du logiciel de DIY ABC, qui est le logiciel créé par mes collègues généticiens, qui est assez fortement utilisé. Alors, la tolérance, cet epsilon qu'on appelle donc tolérance, c'est par rapport aux statistiques résumées un problème mineur, où il y a des solutions qui fonctionnent assez naturellement pour le choisir. La pire étant de choisir un epsilon dans l'absolu, puisqu'on n'a pas d'idée a priori de ce que veut dire cet epsilon par rapport au problème de départ. Mais ce qu'on va voir plus tard dans l'étude asymptotique de ABC, c'est qu'en fait, il existe des vitesses naturelles de epsilon qui sont liées à des analyses non paramétriques de cette méthode, et donc qui procèdent de l'inférence et pas du Monte Carlo. Alors, l'implémentation, comme c'est une méthode qui est partie plutôt de l'application que de la théorie, en fait, il y a une grande variété de logiciels qui proposent de faire tourner ABC dans des contextes généraux ou particuliers, comme la génétique des populations, par exemple. Et donc, ça veut dire que c'est une méthode qui est assez fortement utilisée. Il y a des centaines de papiers en génétique des populations qui fondent leurs conclusions sur une comparaison de modèles utilisant ABC. Maintenant, si je repars de cet algorithme basique que j'ai proposé, je simule sur l'a priori, je simule les données et j'accepte ou je rejette. Ce n'est pas très efficace pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on fait de l'inférence bayésienne avec un a priori, on voudrait éviter de retrouver ce que nous enseigne l'a priori, parce que généralement, c'est une loi de référence. On n'a pas d'informations contenues dans cette loi de référence. Donc en fait, on devrait utiliser les données plutôt que l'a priori. Donc c'est-à-dire que si on parle comme dans les chaînes de Markov pour Monte Carlo,
C'est-à-dire qu'en fait, on simule dans des endroits qui sont généralement pas intéressants, avec une grande fréquence, une grande probabilité. Quand je fais du Monte Carlo en bayésien, je vais rarement utiliser l'a priori comme proposition, parce que la loi a posteriori elle est beaucoup plus piquée que la loi a priori. Elle peut avoir plusieurs modes, comme dans le dernier exemple, et la loi a priori peut ignorer ces endroits, enfin, ou vaguement y passer. Donc en fait, ce n'est pas du tout efficace. ABC a la même difficulté. Si je simule sur l'a priori, eh bien, très souvent, je vais produire des données qui n'ont rien à voir avec les véritables données observées. Donc, c'est inefficace. Plus la dimension est grande, plus c'est inefficace. J'apprends rien du tout au fur et à mesure des simulations. Et ça, bon, c'est un problème très interne au bayésien, c'est que si ma loi a priori c'est une mesure et pas une loi de probabilité, ben, je ne peux pas du tout l'utiliser. Donc, on peut faire d'autres versions, et à partir des versions d'apprentissage fondées sur l'importance. Donc, en fait, on peut simuler sur une autre loi qui nous semble pas trop loin de la loi a posteriori, dans des sens vagues. On peut ne pas faire du 0,1, mais utiliser une transformation de la distance au travers d'un certain noyau, h étant la fenêtre, pour accepter, k va être borné, et de là, en tirer une probabilité d'acceptation qui ne va plus être l'indicatrice que ρ est plus petit que epsilon. Alors ça, c'est une version régularisante de l'indicatrice. Bon, ça nous rappelle, ou ça préfigure une interprétation non paramétrique. Mais surtout, l'important, c'est de pouvoir changer de proposition G en partant de l'a priori comme point de départ. Alors, de toute façon, c'est le seul transparent où je mentionnais précisément MCMC, c'est qu'on peut faire du MCMC aussi, avec exactement la même justification que le MCMC standard, au sens où on a cette detail balanced, cette réversibilité dans l'algorithme. Mais au lieu d'utiliser pi fois L, on utilise pi fois une transformation de la distance. Alors là, j'ai écrit sous cette façon-là, mais on peut la régulariser. Alors si je prends epsilon égale 0, à nouveau, j'ai pi comme la stationnaire, donc je n'ai rien changé. Mais donc je vais me déplacer, donc je vais apprendre, contrairement à la méthode initiale, parce que je vais me déplacer dans des endroits qui sont acceptables. Donc je vais jamais aller dans des directions ou dans des endroits qui ont une probabilité a posteriori très très faible parce qu'elles ne sont pas capables de reproduire les données. Donc l'algorithme s'écrit quasiment de la même façon. Et puis, quand je parle d'importance, en fait, pour moi, un des aspects essentiels des méthodes d'importance, c'est que comme elles ont des justifications qui sont des justifications de moment, essentiellement, on peut changer de ces lois en cours de route. Il n'y a pas l'aspect markovien où on ne peut pas se reposer trop loin sur le passé, parce que sinon ça impacte la convergence. C'est pour ça que les méthodes MCMC qui sont adaptatives sont compliquées à créer. À l'inverse, les méthodes d'importance nous donnent la liberté de changer de propositions à tout moment, même si ces propositions dépendent du passé. Parce qu'en fait, l'argument fondamental, c'est l'identité de la méthode d'importance, c'est que f sur g multiplié par g est égal à f, même si g a une dépendance au passé. Et donc, on peut très bien faire de l'ABC séquentiel, qui part sous plusieurs noms. Donc, il y a ABC, ABCPMC, c'est pour Population Monte Carlo. Ensuite, on a ABC SMC pour Sequential Monte Carlo, où en fait, on va créer des propositions en bougeant des populations ou des particules, suivant le nom qu'on leur donne. Et donc, il y a une littérature autour de 2010 qui a vraiment exploré ça pour améliorer les méthodes ABC et donc se concentrer sur les régions où il y a de la masse a posteriori. Avec le problème que mentionnait Stéphane tout à l'heure, c'est que si on le fait de façon un peu trop rudimentaire, on peut manquer des zones de loi a posteriori. Lorsqu'il y a plusieurs modes, en fait, on peut
s'ils ne sont pas connus à l'avance, on peut oublier un mode. Donc il faut conserver des propositions qui sont assez variées, en particulier dans cette méthode PMC. En fait, le noyau de transition est un mélange de noyaux avec différentes échelles. Donc en fait, il y a le micro-local jusqu'au macro-global, si vous voulez. Bien. Ensuite, dans toutes ces améliorations à la fois pratiques et méthodologiques de ABC, il y a du post-processing. Donc en fait, une fois qu'on a l'échantillon, on essaie d'améliorer l'échantillon d'une façon ou d'une autre. En particulier, il y a un article qui est très très important de Marc Beaumont et de ses co-auteurs, qui est paru dans Genetics, donc il était assez ignoré par les statisticiens jusqu'à 2010, qui consiste à recentrer les simulations par des régressions locales. Donc on fait de la régression non paramétrique locale pour déplacer les θ de sorte à rapprocher le état de z du état de xops. Donc, si c'est 0, le θ ne change pas. Si ce n'est pas 0, ben en fait, on change un peu θ pour qu'il soit un peu plus capable de produire les xops, ou au moins le état de xops. Et ça, c'est une méthode qui est très efficace, comme on a pu le démontrer plus tard théoriquement. Et puis en fait, on peut généraliser ça, parce que c'est la régression locale, mais c'est quand même de la régression linéaire, par des méthodes de réseau de neurones, avec à nouveau des justifications, la difficulté étant de la construction de ce réseau de neurones qui est plus coûteuse. Ok, alors on arrive au problème de la convergence, que je vais couvrir de façon assez légère, parce que la théorie demande beaucoup d'outils. Je veux arriver au moins à ce point-là du choix de modèle, à la fois parce que c'est assez compréhensible et ça explique pourquoi ABC marche non seulement comme méthode de Monte-Carlo, mais comme méthode d'inférence à part entière. Et deuxièmement, parce que historiquement, ABC a d'abord été utilisé pour faire du choix de modèle lorsque les généticiens exploraient plusieurs hypothèses d'évolution des populations. Donc il y avait plusieurs modèles qui se faisaient face, et il y en avait un à choisir. Alors à la fois, c'était un intérêt théorique, mais un exemple historique plus pratique, c'était anti-conspirationniste. C'était au moment de la guerre de Yougoslavie. Il y a eu des importations de maïs américain qui, dans certaines livraisons, contenaient des pestes, alors, je ne sais pas le nom en français, c'est weevil en anglais, une espèce d'insecte qui détruit le maïs. Et en fait, il y avait un argument d'une partie des belligérants en Yougoslavie qui argumentait que c'était un acte volontaire de sabotage de la part des Américains. Et donc, en fait, l'histoire génétique des diverses populations qui avaient été observées dans ces livraisons a été reconstituée pour savoir s'ils venaient tous d'un même laboratoire. Et en fait, alors ABC, c'était une toute petite pièce dans cette analyse, mais il a été démontré qu'en fait, c'était vraiment un effet du hasard et que ces diverses populations de nuisibles venaient de divers endroits. Donc le choix de modèle donc il y avait deux modèles, et choisir le bon modèle pour résister à cette désinformation était important. Donc, ce que j'ai juste mentionné, c'est tiré d'une série d'articles à la fois de mes co-auteurs et de Paul Fernhead et de plusieurs de ses étudiants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la consistance de ABC? C'est-à-dire qu'on est capable de retrouver une inférence correcte sur le paramètre θ, comme si on avait conduit à l'analyse bayésienne sans cette perturbation. Comme on a une perturbation, on ne peut pas invoquer les grands principes ou la philosophie du bayésien en tant que tel, parce qu'on a changé les données, on a changé la méthode de calculer la posteriori. Et donc, il faut montrer que lorsque n augmente, on atteint
une identification du paramètre, possiblement un théorème central limite, et de trouver à quelle vitesse on converge vers ce paramètre. Et de là, en fait, on va déduire une vitesse de réduction de la tolérance qui est suffisante. Elle va tendre vers 0 avec n, mais la vitesse va être importante. Et puis, ça va nous donner peut-être des conditions sur le paramètre état. Donc, ce qu'on appelle la consistance dans ce contexte-là, c'est de dire que le paramètre θ, au sens de la loi a posteriori ABC, va être suffisamment concentré autour de la véritable valeur du paramètre, celle qui a servi à produire les véritables données. Donc, ça va être une propriété asymptotique. Donc, on va être à la fois epsilon x vont dépendre d'une taille n d'échantillons. Donc, l'asymptotique, c'est lorsque la taille d'échantillon tend vers l'infini, comme d'habitude en statistique. Alors, on ignore Monte Carlo pour l'instant. Il va revenir par la fenêtre tout à l'heure. Donc, ce qu'on obtient, c'est une normalité de la moyenne d'ABC a posteriori. Donc, si on fait de l'estimation bayésienne, généralement, la moyenne a posteriori, c'est l'estimateur de base. Eh bien, de même que l'estimateur classique est asymptotiquement normal, c'est le théorème de Bernstein von Mises, eh bien, il existe une version aussi, avec des conditions sur epsilon, pour que ça marche sur ABC. Avec des conditions qui sont, en fait, qu'on est allé chercher pour que ça marche, donc évidemment, elles ne sont pas universelles, mais qui sont du même calibre que celles qu'on trouve en bayésien asymptotique traditionnel, en particulier ce qui valide le théorème de Bernstein von Mises. Et donc, l'hypothèse fondamentale, c'est que la statistique est suffisante pour identifier et donc estimer le paramètre θ. Elle n'est pas suffisante au sens sufficient en anglais, elle n'est pas exhaustive, mais elle converge à une certaine vitesse vers une fonction de θ, bθ, qui identifie le paramètre θ. Et donc, si ça, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir estimer θ, parce qu'en fait, ma statistique va hésiter entre plusieurs valeurs du paramètre, même avec une taille d'échantillon infinie. Et donc, sous cette hypothèse de valeur de la statistique résumée, eh bien, on a une consistance bayésienne au sens que j'ai donné tout à l'heure, et une vitesse de convergence delta n, qui conclut par un théorème central limite, au sens où l'estimateur ABC de θ va converger vers la vraie valeur à une certaine vitesse nu n. Et ça nous permet... Donc là, je passe sur beaucoup de résultats, c'est même plus du détail, c'est des résultats que je ne peux pas mentionner. Mais en fait, ça nous permet de catégoriser, de faire entrer le choix de la tolérance epsilon en trois catégories reliées à la vitesse de convergence de la statistique. C'est-à-dire qu'en fait, si la vitesse de convergence de la statistique est plus rapide que epsilon n, eh bien en fait, on ne rétrécit pas assez la tolérance. Donc en fait, on accepte trop de valeurs de paramètres, et donc la valeur limite qu'on obtient, c'est une loi uniforme sur un ensemble plus grand que ce qu'il faudrait. Si en fait les deux vitesses sont équivalentes, et donc derrière, ça veut dire que la statistique état a un peu le même sens que le paramètre, puisqu'on peut comparer leur vitesse, on peut même comparer leur distance. Dans ce cas, on trouve une gaussienne, mais qui a un drift qui n'est pas bon pour l'inférence. Et donc, il faut que conclue cette étude, c'est que epsilon n doit être plus petit,
beaucoup plus petit que sigma n pour qu'on ait ce théorème limite. Mais pas 0. Donc en fait, il existe une vitesse à laquelle epsilon n va tendre vers 0 qui est suffisante pour avoir toute l'inférence qu'on aurait avec une loi a posteriori standard. Alors, la dimension n'impacte pas directement ces résultats, mais plutôt le taux d'acceptation de la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, si je prends epsilon qui tend très vite vers 0, j'ai l'intuition que ça va être mieux pour faire de l'inférence, mais si epsilon est plus petit, je vais rejeter plus souvent mes simulations. Donc en fait, il faut trouver une balance pour garder le taux d'acceptation de l'ordre de 1, ça veut dire qu'il ne va pas tendre vers 0. Et en fait, c'est epsilon n qui doit être de l'ordre de 1 sur nu de n, qui est un des résultats de l'IN Fairhead. Donc, je vous ai dit qu'on a négligé Monte Carlo. L'erreur de Monte Carlo, en fait, elle n'est pas tellement importante pour le problème d'inférence. Si je choisis epsilon n pas trop petit, je vais faire croître n le nombre de simulations pas trop vite. Okay. Bon, alors ça, c'était un autre résultat si j'ai des statistiques qui convergent à d'autres vitesses. Je vais passer pour pouvoir parler un petit peu, même si on arrive au bout de l'heure, au choix de modèles. Donc, lorsqu'on fait du choix de modèle bayésien, en fait, on compare plusieurs modèles statistiques au vu des données et on essaie de savoir lequel est le plus probable au sens bayésien. Donc, le modèle lui-même devient une variable aléatoire, ou l'indice du modèle devient une variable aléatoire. Et ABC est totalement configuré pour ce type de question. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de simuler simplement le paramètre d'une loi a priori, on commence par simuler l'indice du modèle, puis pour ce modèle de simuler un paramètre, puis pour ce modèle et ce paramètre de simuler une pseudo-donnée. Et on accepte ces trois étapes, donc l'indice du paramètre, si les statistiques sont assez proches. Et vous remarquez que ρ et epsilon ne dépendent pas de l'indice du modèle. Ça, si je fais tendre epsilon vers 0, ça me redonne l'inférence bayésienne classique sur le choix de modèle qui donne la probabilité a posteriori du modèle comme méthode de sélection. Alors, première difficulté, c'est une difficulté un peu philosophique sur cette approche, parce qu'on utilise une statistique résumée état. Et en fait, c'est une question qui avait été rarement explorée dans la littérature précédemment, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on fait du choix de modèle non pas fondé sur les données, mais fondé sur une statistique dépendant de ces données. Ensuite, ABC, c'est une version numérique de cette question. Eh bien, en fait, il n'y a pas forcément consistance ou convergence du facteur de Bayes pour choisir toujours le bon modèle. Il y a un résultat très général sur ces facteurs de Bayes qui sont les rapports de probabilité. Les rapports de probabilité a posteriori ont la bonne propriété, c'est-à-dire qu'ils convergent vers l'infini ou 0 si vous comparez le vrai modèle et le faux modèle. Dans ce cas-là, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Et je vais juste vous montrer un exemple, on va peut-être arrêter après, mais c'est un exemple très simple où j'ai des données, par exemple, j'ai n observations, soit d'une loi normale, soit d'une loi de Laplace, enfin la loi double exponentielle. Et donc je vais les comparer au sens d'ABC, même si à nouveau je pourrais faire le calcul des probabilités a posteriori. Et je choisis parmi un catalogue de 4 statistiques différentes, la moyenne empirique, la médiane empirique, la variance empirique ou la statistique MAD dont j'ai parlé précédemment. Eh bien, si je fais des simulations en connaissant la vérité, donc en sachant que les données sont soit normales, soit double exponentielles, eh bien, la probabilité a posteriori que je décide en faveur du modèle normal, donc si les données sont normales, dans des simulations, ça se comporte dans cette boîte,
Ça appartient à ce champ entre 0,5 et 0,6. Mais si les données sont Laplace, enfin double exponentielle, eh bien, ça se promène à peu près au même endroit. Donc, en fait, le message de cette figure de gauche, c'est que les probabilités a posteriori ne servent pas à distinguer entre les deux modèles. Je n'arrive pas à distinguer entre les modèles. Alors, quelle statistique j'ai choisi pour faire cette simulation? En fait, j'ai pris les trois premières. J'ai créé une distance entre ces trois premières statistiques. Et si je résume mon échantillon à x bar, médiane et variance empirique, eh bien, je ne peux pas discriminer entre les deux observations. C'est ce que me dit cette image. Alors que si je prends la quatrième, donc la statistique MAD, eh bien, si les données sont gaussiennes, la probabilité qu'elles soient gaussiennes est proche de 1. Si les données ne sont pas gaussiennes, mais Laplace, la probabilité qu'elles soient gaussiennes est proche de 0. Alors, quelle analyse qui vient derrière ça, et ça va être le dernier transparent, c'est que asymptotiquement, donc ça c'est le marginal des données sous le modèle I, eh bien, si, alors ce que veut dire cette formule, c'est que si le modèle couvre la moyenne asymptotique de la statistique résumée, eh bien, j'ai des vitesses de convergence qui sont contrôlées. Si par contre, le modèle ne couvre pas la moyenne asymptotique de la statistique résumée, donc c'est pour ça que la distance est plus grande que 0, eh bien, à un moment, ça va être catastrophique pour la loi marginale des données, et donc ça va se dégrader très vite. Et donc la conclusion, c'est que lorsqu'on fait du choix de modèle fondé sur une statistique, et donc lorsqu'on utilise ABC, ce qui importe, c'est le comportement de la moyenne de la statistique résumée, donc ce état, sous chacun des deux modèles. Si les deux modèles couvrent cette statistique, on ne va pas pouvoir discriminer entre les deux. Si, au contraire, un des deux modèles, il faut espérer qu'il y en a un des deux qui le couvre, mais si un des deux modèles ne le couvre pas, dans ce cas-là, le facteur de Bayes, qui s'écrit comme ça, va finir par choisir le bon modèle. Et donc, dans mon exemple, Laplace-Gauss, eh bien, c'est ce qui se passait. Cette statistique-là, donc la MAD, avait un comportement différent sous les deux modèles. En fait, incidemment, ce sont des statistiques ancillaires. Donc, en fait, ça facilite leur analyse. La statistique 4, donc MAD, converge vers différentes valeurs pour un modèle gaussien et un modèle de Laplace. Et donc, dans l'implémentation pratique du choix de modèle ABC, eh bien, on va faire une comparaison des moyennes pour savoir si, effectivement, on est dans cette situation-là et pouvoir utiliser cette statistique pour faire le choix de modèle. Donc, je vais arrêter là. Les transparents, je vais pouvoir ils sont déjà plus ou moins en ligne, mais je vais les remettre en ligne. Des premiers intérêts, c'est qu'est-ce qui se passe si tous les modèles sont faux? C'est une question qui est sans doute posée plus souvent par les économètres que par les statisticiens, mais dans ce cas-là, c'est important parce qu'on simule, on repose entièrement sur la simulation de pseudo-données. Donc, si on les simule sur un faux modèle, qu'est-ce que ça induit sur l'inférence qu'on fait derrière? En fait, il y a des réponses positives, curieusement. Et puis, qu'est-ce qui se passe si on a beaucoup de données? Est-ce qu'on peut faire du divide and conquer, utiliser ABC bloc par bloc? Ou qu'est-ce qui se passe si on a beaucoup de paramètres? Donc on n'échappe pas à cette malédiction des dimensions, il n'y a pas de miracle. Mais en fait, on peut traiter ce problème de grande dimension comme on le fait dans du MC standard. On peut faire du GIPS, c'est-à-dire en fait traiter un groupe de paramètres à la fois et rajouter une étape d'ABC. Et malgré tout, pouvoir faire une analyse qui converge en temps réaliste avec des grandes dimensions. Donc c'était la fin des transparents, mais je n'ai évidemment pas le temps de parler de tout ça. Donc j'ai arrêté là. Merci.